Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, on va voir mes Eucophylla. On va voir les deux dans cette vidéo directement, j'ai décidé de faire une vidéo complète sur les deux, comme ça au moins vous allez avoir des nouvelles, de voir l'évolution, mais avant tout, bien entendu, n'hésitez pas à mettre votre petit like, votre petit commentaire à la fin de la vidéo bien entendu, mais n'oubliez pas, je vous le rappelle déjà, comme ça aidera grandement la chaîne. En ce moment, les statistiques de la chaîne sont vraiment basses, ce qui est normal, je fais moins de vidéos etc, mais je vous avoue que je suis pas du tout mis en avant, rien de ça, malheureusement, et donc voilà, ça aiderait grandement que vous puissiez me mettre en avant, notamment via les likes, etc. Bref, le soutien classique, ce qui permet en soi de m'aider grandement, de manière gratuite et en quelques secondes. Comme vous l'avez vu, mes Eucophylla ici, Smaragina d'Australie, sont extrêmement crades, donc j'ai nettoyé la vitre principale, chose que je n'ai pas avec mes Eucophylla longinoda. Les longinoda ne font pas leurs besoins sur les vitres, ça c'est déjà une très bonne chose, tandis que malheureusement ces petites australiennes, certes vraiment mignonnes, sont cracra, vraiment cracra, elles chient partout, donc voilà. Après les Eucophylla, ça veut pas dire que les longinoda sont forcément toutes propres, non, c'est juste que celles que j'ai moi en tout cas, pour le moment, elles ont des lieux bien précis où faire leurs besoins, et ce n'est pas le cas de ces petites australiennes. Bon certes, magnifique, coloration incroyable, on a ce vert émeraude qui est vraiment super sympa, on a maintenant un bon 200, 250, 300 ouvrières, je ne saurais vous dire exactement, elles se baladent un peu partout, elles ont rempli un tube pratiquement 2, ce qui est vraiment pas mal, dans tous les cas vous le verrez bientôt, je vais bien sûr vous montrer un peu d'images de partout. Le couvain est franchement pas mal, c'est pas non plus extrême, mais je trouve ça cool. Dans tous les cas, c'est déjà une belle réussite, très clairement. Voilà, je connais pas énormément de fondations ou petites colonies d'Eucophylla, donc voilà, je me dis que c'est quand même déjà pas mal. Maintenant, voilà, ça évolue tranquillement, on va pas... je vais dire, je vais pas me précipiter, je vais pas crier victoire, quoi que ce soit. Ce qu'on peut déjà observer, c'est qu'elles ont tissé leur tube de sortie, ça c'est déjà pas mal aussi, c'est qu'elles prennent vraiment... je vais dire qu'elles s'implantent réellement dans leur setup, ça c'est une bonne chose. On peut voir qu'aucune vitre n'est évitée, il y a vraiment des défections partout. Bon, franchement, ça ne me dérange pas, c'est juste que pour vous, pour l'observation, c'est quand même plus compliqué lorsque j'enregistre. Ma reine est en bonne santé, parfois je l'aperçois légèrement, tant qu'il y a du couvain c'est que tout va bien. Pour les conditions de maintien, qu'est-ce que je fais? Alors, bon, les setups que j'utilise donc dans Farm Supply, pour les tisseuses, les Eucophylla, les Polyrhachis, etc., ça fonctionne bien en vérité, c'est plus ou moins, c'est suffisamment aéré. Et justement, ce que j'utilise aussi, c'est l'humidification de la dalle par le bas, ce qui, avec la chauffe par le bas, leur apporte une certaine hygrométrie de temps en temps. Ce n'est pas nécessaire de leur proposer ça tout le temps, mais une fois toutes les 2 semaines environ, je me permets d'humidifier cette dalle, comme ça, voilà. Je pense que ça leur apporte un climat de temps en temps plus humide, qui n'est pas... je vais dire défavorable, que ce soit celle australienne ou celle africaine, elles apprécient toutes les deux, donc c'est assez intéressant. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette petite perle, parce que faut dire ce qu'il y a, elles sont magnifiques. Alors en termes de taille, pour l'instant, je n'ai pas encore d'ouvrières de grande taille. Certes, il y a un polymorphisme qui se fait avec le temps, la colonie grandissante amène et génère des ouvrières de plus en plus grandes. Ça ne devient pas énorme non plus, mais pour l'instant, il y a une nette différence entre mes Eucophylla longinoda, qui est forcément bien plus évolué, plutôt que, je veux dire par rapport à mes Eucophylla Smaragina d'Australie, donc, qui sont quand même vachement plus petites. Ça c'est vraiment des détails, mais c'est totalement normal. Je veux dire, cette colonie a 250-300 ouvrières, peut-être un peu moins, et mon autre colonie en a 2000 voire plus, donc bon, c'est normal. Là vous voyez le tissage d'une manière un peu plus correcte, et franchement on se rend compte que voilà, là elles ont commencé à faire vraiment des strates, on a plusieurs étages, on a d'ailleurs le tube tout en haut qui est totalement fermé, donc pour l'instant c'est vraiment, voilà, soit il y a un signe et une information importante nous disant, ok ce tube rejette justement de l'humidité, actuellement on en a trop, on va essayer de limiter ça, on peut l'interpréter de cette façon aussi. Maintenant c'est à nous de voir un peu comment ça se passe. Personnellement, jusqu'à maintenant j'ai toujours vu qu'elles appréciaient une certaine humidité, donc est-ce que c'est vraiment l'info ou est-ce que c'est pour dire, bon ok, ce tube-là on n'y va pas pour l'instant? Je ne sais pas.
Bon, vous voyez par exemple ces petites gouttes d'eau qui sont tombées le long des vitres, bah, c'est tout simplement lorsque j'ai utilisé le coton humide et que j'ai frotté leur déjection avec. Donc l'eau, en fait, que vous voyez dans le fond, a clairement leur déjection mélangée, quoi. Bon, elles sont pas difficiles, hein. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai observé aussi avec les Ecofila, c'est que qu'importe ce que vous mettez, que ce soit de l'eau, du liquide sucré, enfin un mélange quelconque, bon bien sûr vous n'allez pas mettre n'importe quoi, mais je veux dire un mélange de ce style, quand c'est sous forme de gouttes directement, et que ce n'est pas mélangé au coton ou quoi que ce soit, elles vont systématiquement l'absorber. Même si c'est que de l'eau, même si elles ont un abreuvoir toujours à disposition. En fait, j'ai l'impression que chez Ecofila, il n'y a rien qui se perd. Notamment les ressources qui sont vraiment en mode cadeau, quoi. Prenez-les, elles vont s'en charger. Enfin, je sais pas, c'est peut-être leur instinct qui fait ça. Mais dès que je mets ça, que ce soit chez l'une ou l'autre, c'est directement récupéré. Même les gouttes d'eau, même si je mets que de l'eau, elles vont absolument tout absorber. C'est... Je sais pas, c'est génial. Je sais pas d'ailleurs si vous avez, vous, des Ecofila, dites-moi un peu vos observations, comment ça se passe. C'est toujours intéressant aussi de voir un peu comment ça se passe chez les autres. Je vous ai parlé donc d'hygro, je vous ai pas parlé de température encore. Les températures, je propose une chauffe au sol de 30 degrés, donc le tapis est à 30 constamment. Sachant que la chauffe chez moi actuellement c'est de 9 h le matin jusqu'à 21 h. 21 h c'est extinction vraiment de tout. Donc elles redescendent à température ambiante, ce que j'entends par 18-19 environ pour l'instant. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse différence entre le jour et nuit. Ce qui ne pose aucun problème et ce que je pense d'ailleurs est une bonne chose pour pas mal d'espèces de fourmis au final, d'avoir des grosses différences de température. Il y a vraiment quelques exceptions comme... je pense notamment à mes espèces qui viennent de Philippines où vraiment la baisse de température est minime, hein. Sur une nuit on a peut-être 4 degrés qui changent ou quoi, donc ça c'est vraiment particulier. Mais sinon sur beaucoup les africaines et notamment chez les ecos, vu qu'elles sont sur des hauteurs généralement, la nuit ça change drastiquement en termes de température, donc je pense que c'est quelque chose de très bien pour elles. Comme je le dis, je ne suis pas un professionnel de la fourmi quoi que ce soit, hein, n'oubliez pas ça. Je suis un simple amateur, je fais mes propres expériences, je teste des choses, je vous les partage quand ça fonctionne pas, je vous le dis également. Donc voilà, c'est des retours, vous faites comme vous voulez chez vous. En entendant, souvent ce dont je vous parle, je vous le montre également en même temps, donc je pense que vous avez quelques raisons de me croire. Sinon franchement, top espèce, hein. Vraiment, moi, grand coup de cœur sur les Ecofila. Je suis vraiment ravi d'avoir eu l'opportunité de posséder 2 ou 3 espèces d'Ecofila. Petit bémol, hein, c'est les asiatiques, elles voyagent extrêmement mal à chaque fois que... Enfin, à chaque fois non, j'en ai reçu 2 fois en fait, et 2 fois, ça a été un carnage quoi. Il y a une fois j'en ai reçu une dizaine, parce que je sais comment ça voyage mal, j'en ai pris justement une dizaine pour être sûr d'avoir quelque chose de viable. Dites-vous que dans les 10, il n'y en a aucune qui a tenu quoi. Elles sont toutes parties sur une semaine, donc c'est un carnage quoi. Donc c'est pour ça maintenant j'en achète plus. Si un jour j'ai une opportunité sur les Ecofila asiatiques, quelque chose de stable, etc. chez quelqu'un, à ce moment-là je le prendrai, parce que je vous avoue que j'aimerais vraiment vous proposer les 3 Ecofila dans une seule vidéo. Bon, il y a certainement encore des sous-espèces d'Ecofila qu'on ne sait pas, ou j'en sais rien, il y a peut-être d'autres Ecofila qu'on n'est même pas au courant, c'est bien possible, mais actuellement je vais dire les 3 connus, enfin du moins celles dont on parle généralement, c'est vraiment les 2 que je vous propose déjà, et la version asiatique donc de Ecofila smaragina, qui est en fait similaire à Longinoda en termes de coloration, j'ai envie de dire. Mais j'aimerais quand même vous les proposer, vous montrer l'évolution des 3, sachant que mine de rien, tôt ou tard, ça va devenir ingérable. Donc voilà, je suis extrêmement fan de mes Ecofila, mais tôt ou tard je vais devoir m'en séparer je pense. Soit une personne va investir pour mettre vraiment un gros setup, quelque chose de fou, parce que moi je pense pas que je le ferai pour mes Longinoda. Je les adore tout ça, hein, mais je me dis que... il y a un moment ça va devenir une contrainte quoi. Et vu que j'en ai déjà beaucoup, bon... il va falloir gérer ça. Donc voilà, ça, je réfléchis à ça, et j'aimerais justement vous proposer, avant que je ne me sépare de celle-ci, ce genre de vidéo justement, quelque chose qui restera un peu dans la durée et qui pourra peut-être aider les gens qui commenceront avec ces espèces plus tard. Bon après je dis ça, mais je vous avoue que les Ecofila Longinoda ou Smaragina, qu'importe les deux, ça me régale en termes d'observation, et peu importe les gens que je reçois, qui viennent voir justement mes colos, etc., parce que parfois ça arrive maintenant, ils s'arrêtent dessus quoi, ils sont bluffés par ces espèces, ils sont en mode waouh, c'est incroyable quoi, et c'est effectivement le cas, c'est vraiment des fourmis qui sont exceptionnelles.
Il suffit de jeter une poignée de blattes chez les Eucophylla, elles vont s'occuper du reste, hein. Il faut pas se tracasser, elles vont s'en occuper sans même perdre une seule ouvrière. C'est vraiment, c'est extrêmement fort quoi. Bon ici dans mes australiennes je ne le fais pas encore parce que c'est encore une petite colonie donc je ne prends pas de risque, mais chez mes Longinoda, là je ne fais même pas attention, je lance littéralement 15-20 blattes et 10 minutes après il n'y a plus personne qui bouge, hein, très clairement. Hein. Donc voilà. Bon, mon bonheur, c'est pas de les lancer et qu'elles se fassent massacrer, hein. C'est juste que la nature, c'est comme ça, elle s'en occupe et basta. Maintenant, de temps en temps, je leur donne encore du fraîchement tué, je vais dire. Ça les arrange aussi, hein, de se servir directement sans même devoir, je vais dire, combattre un petit peu, si je puis dire, hein, même si ce n'est pas un combat réellement, je vous avoue. On passe maintenant du coup chez mes Eucophylla longinoda, ma colonie hein, qui est vachement plus grande. On ne se rend pas compte de combien de fourmis il y a vraiment dans cette fourmilière. Vous voyez le bas, dites-vous que je l'ai nettoyé il y a maintenant, je sais pas, un peu moins de 2 semaines, plus ou moins. J'ai reçu des gens dernièrement, je devais les nettoyer, je l'ai fait le soir même, et là vous voyez un peu l'état, tellement que je mets de blattes pour les nourrir quoi. C'est une usine, hein. Maintenant elles consomment tellement, c'est une folie. C'est un gouffre financier. Mais vous voyez, hein, déjà, regardez juste ces petits espaces. Regardez un peu le nombre et estimez-les, en fait. On se rend pas compte, hein, mais il y en a vraiment déjà plus 1 millier ou 2 milliers. Enfin, il y a déjà 2000 ouvrières sans problème, je pense. C'est vraiment dur à dire, hein, mais pour moi, on est vraiment sur un très grand nombre. Et surtout, on voit, en fait, derrière chaque tube, c'est rempli aussi d'ouvrières. Tous les tubes sont remplis, excepté un qui est en contrebas, que ceux-là, elles sont pas vraiment intéressées, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il est comme les autres, mais bon. Et tout le reste est full, quoi. Alors, une chose est bien avec Eucophylla longinoda, on dit souvent, oui c'est ingérable, ça cherche à s'échapper constamment, blablabla. C'est vrai que, si elles manquent de nourriture, elles cherchent directement une solution. Elles sont tout de suite en mode, ok, ici on va trouver un système pour sortir de cette fourmilière et aller se nourrir nous-mêmes. Le truc, c'est que si elles sont nourries suffisamment, elles vont même pas essayer de s'échapper. Sincèrement, moi j'ai juste mon anti-évasion, et je remarque, hein, si elles sont suffisamment nourries, je n'ai rien, je n'ai personne qui vient tenter de monter en fait. Par contre, lorsque ça manque de nourriture, elles font littéralement des ponts, et ces ponts-là, je peux vous dire qu'elles s'y accrochent. Hein. Bon, des fois elles sont un peu stupides, comme j'avais montré sur Instagram, elles font des ponts par le bas, et au final, ça ne mène à rien à part leur dalle, quoi, mais... Sinon, elles sont quand même ingénieuses. Elles peuvent facilement passer l'anti-évasion, notamment en s'agglutinant les unes sur les autres. Elles ont cette méthode de se... vous les avez certainement déjà vues dans des photos, peut-être des vidéos également, notamment asiatiques, vous pouvez en voir certaines sur YouTube, qui vous montrent le tissage. Donc ce qu'elles font, en fait, elles tiennent les feuilles comme si c'était des agrafes l'une l'autre, quoi, et parfois elles font même des ponts entre différentes branches ou feuilles, ou etc. pour elles passer, tout simplement. Ici, moi en élevage, elles me font le même système, mais pour atteindre le couvercle. Et lorsqu'elles ont faim, si j'ai le malheur d'oublier de les nourrir, elles me grimpent sur le couvercle à 200, quoi. Et après, bon courage pour ouvrir ce couvercle et remettre toutes les fourmis dans le bas, hein, je vous le dis, bonne chance. Hein. Parce que mine de rien, Eucophylla, en fait ce qu'elles ont, c'est que sur leurs pattes, en plus de leurs petites griffes avec lesquelles ça grippe, elles ont aussi des petites ventouses, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça accentue je vais dire, leur façon de s'agripper aux surfaces. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles marchent absolument sur tout, tête à l'envers ou n'importe comment, quoi. Et en plus de ça, si elles vous mordent, vous le sentez passer. Aussi petit que ce soit, parce que, enfin, c'est pas si petit, hein, c'est une bonne taille, mais je veux dire, dès que ça mord, vous le sentez passer directement. La chance que j'ai, c'est qu'avec mes Eucophylla longinoda, je n'ai pas d'attaque d'acide ou quoi que ce soit. Contrairement à mes Smaragina que je vous avais déjà montré, elles n'hésitent pas en cas de panique à m'envoyer des gouttes d'acide en pleine tête, hein, très clairement. Mais ici, les longinoda, elles sont pas du tout comme ça, elles sont super chill. Certes, maintenant, elles me mordent un peu, mais bon, elles sont, je veux dire, un bon... allez, franchement, 1500 minimum, elles y sont, on est peut-être sur 2000, hein, sans problème, bref. Mais elles me font toujours pas vraiment de vraie guerre, contrairement aux autres. Donc je trouve que la longinoda, du moins ma colonie bien sûr, n'est pas si agressive et plutôt tranquille. Bon, maintenant, n'allez pas mettre des insectes ou allez pas secouer votre main dedans, vous allez ressortir avec 300 individus en quelques secondes, forcément.
D'ailleurs, un petit truc tout con, hein, c'est des choses que je ne dis plus, mais enfin, moi je fais systématiquement, c'est avant manipulation de vos fourmis, qu'importe d'où vous venez, ce que vous avez fait, lavez vos mains, ça c'est hyper important, parce que sur vos mains, vous pouvez être porteur de plein de saloperies que vous auriez eu en touchant par exemple, je ne sais pas moi, un paquet d'une telle compte, enfin je sais pas moi, un paquet de pâtes simplement, qui aurait pu être contaminé dans le commerce, enfin il y a pas mal de vecteurs qui peuvent être un problème pour vos fourmis, notamment des paquets qui auraient pu, je sais pas moi, subir des vaporisations pour désinfecter, pour ci, pour là, bref. C'est simple, c'est con, mais lavez vos mains avant de manipuler vos fourmis, c'est hyper important. Vous pourrez, par exemple, en faisant une simple bêtise, vous partez, je ne sais pas, chez n'importe qui de votre famille, vous caressez le chien, le chat, ils ont été traités avec un produit anti-puce, vous n'êtes pas au courant, vous ne le savez pas, vous rentrez chez vous, vous ne lavez pas vos mains avant de nourrir toutes vos colonies, ben vous allez potentiellement tuer absolument tout le monde, parce que vous avez de l'antipuce, et de l'antipuce c'est extrêmement efficace, notamment sur les fourmis. Ça peut être un carnage en très peu de temps, bref. Je me suis dit pourquoi pas faire un petit rappel parce que j'y pensais justement avant de vous faire cette vidéo, donc je me suis dit c'est important de remettre ces petites bases, donc voilà. C'est classique, hein, mais l'hygiène, notamment avant de manipuler les fourmis, c'est quand même une bonne chose. Et ça évitera les agressions aussi. Si vous portez justement des odeurs, je sais pas moi, l'odeur du chien, du chat, etc., les fourmis vont essayer de vous mordre nettement plus facilement que si vous n'avez pas d'odeur particulière, excepté la vôtre. Donc voilà, c'est des détails, hein, mais je me dis pourquoi pas le rajouter dans cette vidéo. Les Ecofila, franchement, je suis vraiment méga satisfait. C'est une découverte géniale. Moi, mon conseil, hein, si vous devriez commencer maintenant, si je dois repartir de zéro avec une fondation, c'est la fondation avec la reine, c'est dans un tube seul, voilà, tube simple, avec réserve d'eau, sur tapis directement si vous voulez, si vous avez thermostat, etc. Et si vous avez peur, ben, vous pouvez la surélever légèrement, mais du coup vérifier la chaleur en intérieur. Une fois qu'elle a fondé et que vous avez ces premières ouvrières, là, moi ce que je fais, c'est que je leur propose déjà un setup très aéré, où je surélève ce tube un minimum. J'ai remarqué que ça fonctionnait vraiment bien, donc vous prenez par exemple un setup pour Fidipus ou un truc comme ça, de petite taille ou même des petites aires de chasse mais plus en hauteur, vous calez justement une décoration à mi-hauteur, vous bloquez ensuite votre tube dessus, et à partir de là, ben c'est très simple, vous pouvez déjà mettre une température à 30 degrés dans le bas donc, votre tube est surélevé, donc lui il va seulement profiter de la chaleur montante, on va dire que en général si vous mettez 30, ça dépend de votre pièce, la chaleur, etc. forcément, mais vous aurez peut-être 26-27, ce qui est déjà pas mal. Et à ce moment-là, ben, elles vont évoluer tranquillement, nourrissage tous les 2-3 jours, assez régulier. Vous pouvez tout simplement mettre protéines et liquides sucrés, vous pouvez alterner, dans les débuts elles n'ont pas besoin d'énormément de protéines, les protéines étant recherchées essentiellement pour le couvain, donc voilà, vous y allez tranquille, et ensuite, ben, quand ça évolue, ben, à ce moment-là, lorsqu'on est, je vais dire, aller sur un 50, sur un 100, sur un 150 ouvrières, plus ou moins, le petit setup va devenir compliqué à gérer, et là vous pouvez passer sur des setups nettement plus grands comme ceux-ci. Qu'est-ce que je fais moi avant de placer mon tube avec ma reine, etc. Je mets une vingtaine d'ouvrières que j'ai récupérées à la pince à l'intérieur du setup. Et bien entendu, dans ce nouveau setup, il y a déjà les tubes, les prochains tubes pour qu'elles puissent vivre, etc. Ça leur permet de déjà placer leur odeur, de faire la découverte de celui-ci, ça évite les moments de panique lorsque vous allez déménager. C'est vraiment, enfin moi c'est un petit truc que je fais, ça se trouve, il y a peut-être un gars scientifique, j'en sais rien, qui va dire oui ça ne sert à rien, j'en sais rien. Peu m'importe, mais moi c'est comme je fais. Et en tout cas, franchement, pour l'instant, je touche du bois, j'ai pas de problème lié au déménagement, j'ai aucun souci. Une fois que c'est fait, qu'elles sont là depuis une demi-heure environ, ou même peut-être une heure, comme vous voulez, ben là vous pouvez déménager votre tube avec votre reine. Franchement, évitez un maximum les manipulations des reines, vraiment y allez-y doucement et prenez-en soin. Et pour toutes les ouvrières, ben là vous pouvez y aller même à la pince et les déménager de force si nécessaire. Et ensuite, ben, elles vont s'acclimater d'une manière, je pense, plus sympa que si c'était vraiment un déménagement un peu plus forcé. Si vous voulez déménager des Ecofila par un tube de raccordement, etc., je vous le dis d'avance, bonne chance. Elles ne se déplacent pas d'elles-mêmes, c'est vraiment rare. Elles ont tendance à rester dans le tube éternellement, un peu comme des Lasius pour exemple. Donc des fois il faut un peu forcer les choses, c'est pour ça que je vous propose de le faire de cette manière. Bon, ce n'est que mon retour d'expérience, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, vous faites comme vous voulez. Comme je dis, moi je vous donne vraiment ce que je fais, c'est de l'information à prendre, vous en faites ce que vous voulez derrière.
Bon, ici je suis bon pour nettoyer de nouveau mes œcos, hein, parce que vous voyez c'est le bordel à nouveau. Alors pour ça j'ai une grande pince, et ensuite il faut beaucoup de courage pour les enlever de vos mains lorsqu'elles grimpent. Enfin bref, tout ça pour dire que deux magnifiques espèces, au final c'est Eucophila, hein, le genre est Eucophila, mais je veux dire ça reste deux fourmis magnifiques qui sont quand même différentes, je vais dire en termes de coloration. Mais en termes de comportement c'est assez similaire et c'est génial quoi. Dès que ça le peut, ça tisse son habitat, ça fait... voilà, ça vous crée un environnement totalement différent de ce que vous avez proposé. Pareil, hein, les boules en rotin notamment, etc. Pour Eucophila, pour l'instant, moi ça ne donne absolument rien, ça ne les intéresse pas. Mais peut-être que je ne donne pas assez de matière à tisser. Il y a peut-être des matières précises qu'elles aimeraient pour justement tisser leur nid, je veux dire, dans les boules, etc. Donc voilà, ça c'est peut-être des pistes je vais dire, allez, à creuser, peut-être regarder qu'est-ce qui leur plairait un peu plus, etc. Bon, ça c'est à vous de voir. Je pense que si j'entoure en grande partie la boule par exemple de corde ou quoi, elles vont peut-être s'y insérer. Maintenant, je ne sais pas. Bref, il y a encore beaucoup de choses à faire hein, dans l'élevage de fourmis, beaucoup de tests à mener, beaucoup d'expériences, enfin il y a tellement de choses à faire, mais c'est pour ça que c'est aussi génial j'ai envie de dire, hein. Il y a de l'observation constante, bref, ça régale. On arrive sur la fin de cette vidéo, où j'ai énormément parlé, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, ça m'aide grandement, hein. Même si vous n'avez pas d'inspiration, un petit commentaire pour la force, tapez n'importe quoi sincèrement, même si vous n'avez vraiment pas d'inspiration. N'hésitez pas à liker, mais sinon faites-moi des retours, hein, des vidéos, ce que vous en pensez. Partagez-moi votre élevage, dites-moi ce que vous avez, qu'est-ce que vous aimeriez, bref. On communique, on partage, faut pas hésiter. Pareil, hein, pour ceux qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux. Je réponds absolument tout le monde. Qu'importe votre interrogation, j'essaierai de vous aider. Bien sûr, n'oubliez pas, Google est votre ami dans un premier temps. Mais si c'est vraiment plus technique ou c'est vraiment, voilà, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'écrire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui vont liker et commenter. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos familles et l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!